On va parler maintenant de cette affaire, de l'histoire de Betty. Betty, c'est une femme de 91 ans qui a été tuée et retrouvée nue dans son appartement à Paris il y a quelques temps. Ses proches sont persuadés que cette dernière a été violée avant d'être battue à mort. Cependant, le viol de la victime n'a pas été reconnu par la justice. Il y a son petit-fils Marius qui est avec nous ce soir. Merci Marius d'être avec nous, merci beaucoup. Bonsoir. Merci Marius. D'abord, on va rappeler cette affaire, Michel. Oui. Ça s'est passé le 10 juin 2021, à 8h du matin, une auxiliaire de vie, l'auxiliaire donc de Betty, qui était âgée de 91 ans, qui est une femme qui vivait à Paris, dans le 13e arrondissement, avenue Stéphane Pichon, au rez-de-chaussée, il me semble. Et elle avait toute sa tête, mais elle avait des problèmes de moteur, enfin, elle avait des difficultés à se déplacer. Donc elle marchait avec un déambulateur. Et donc son auxiliaire de vie qui venait tous les jours, tous les matins, la découvre dans son appartement qui est dévasté. Et au milieu de ce désastre, il y a le corps de cette malheureuse femme qui a le visage tuméfié, les vêtements sont arrachés, elle est en partie dénudée. On retrouve un vêtement qui va intéresser les policiers, c'est un sweatshirt noir qui supporte un logo du PSG. Et sur ce sweatshirt, il y a un ADN, et c'est par cet ADN qu'on va remonter à l'auteur présumé, puisqu'il est en train d'être jugé. Il est interpellé 5 jours plus tard. Et l'actualité, c'est qu'il il comparaît devant la cour d'assises depuis ce matin. Alors écoutez bien cette affaire. Et le verdict doit tomber vendredi. Alors, elle a été battue à mort, Marius, votre grand-mère. Ça a été un désastre. Alors oui, absolument. Elle a été retrouvée encore vivante par son aide ménagère qui, le matin, venait pour assurer son service. Et elle est morte quelques heures plus tard, des suites de ses blessures. C'est arrivé, moi, j'étais pas à Paris. J'étais en tournage dans le sud de la France. Ma mère était en Espagne, et donc c'est mon père qui a assuré la rencontre avec la police, qui a vu le corps tuméfié, passer à tabac, m'a-t-il dit. Hein. C'est les termes qu'il a employés. Alors, elle a été battue à mort. Oui. Et est-ce qu'elle... Alors, la grande question, c'est... Et c'est ça qui est fou, c'est qu'ils ne veulent pas reconnaître le viol, hein, c'est ça? S'en souvient un peu. Alors, le truc, c'est qu'il n'y a pas de trace génétique qui a été retrouvée sur ma grand-mère au niveau génital. Et il y a un écoulement sanguin qui a quand même été constaté. Le truc, c'est que pour l'auteur des faits, ça ne change rien. C'est-à-dire que la gravité de la peine ne sera pas amplifiée, puisqu'il risque déjà la réclusion criminelle à perpétuité. Donc, avec mon avocat, on a décidé de ne pas ajouter de la peine à la peine et de supporter ces débats qui allaient de toute façon être extrêmement désagréables. Voilà, mais la question reste entière et je sais que c'est quelque chose auquel personnellement je continuerai à penser. Voilà. Oui, Gilles. Est-ce que vous avez une idée du mobile de l'agression? C'est le vol? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la sauvagerie, la scène, l'appartement est retourné, votre grand-mère tabassée à mort comme ça. Qu'est-ce qui a pu entraîner ça? Alors, bon, déjà, c'est une réaction. C'est un acte qui, de la part d'un humain, est toujours assez surprenant. Enfin, on n'imagine pas. Moi, j'écris. Mon père est auteur également. On a l'habitude d'inventer des récits, parfois des récits policiers, des récits violents, mais on a du mal à imaginer ce genre de sauvagerie dans le monde réel. Donc, une fois de plus, on voit que la réalité dépasse toujours la fiction. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que ce monsieur Riaz était un SDF pakistanais. Sous OQTF. Qui était sous OQTF, absolument. Et qui a rencontré un monsieur aux alentours de la gare de l'Est, entre la gare de l'Est et la gare du Nord, pour une passe, hein, enfin il n'y a pas d'autre terme. Donc ce monsieur l'a emmené chez lui, dans l'immeuble de ma grand-mère, dans le 13e arrondissement de Paris, dans un HLM. Et il y a une relation sexuelle qui a été consommée.
Ce monsieur a viré l'assassin présumé de ma grand-mère, c'est toujours un peu délicat à dire, de chez lui. Et cette personne a d'une façon ou d'une autre accédé à l'appartement de ma grand-mère, qui, comme vous l'avez rappelé, était en grand manque de mobilité. Excusez-moi, mais je pense qu'il y a quelque chose d'important aussi dans votre récit, c'est que les deux hommes, là, à l'occasion de cette passe, ont énormément bu de l'alcool et consommé de la drogue. Pas tout à fait. Il est très probable, on avait le premier jour de procès là, aujourd'hui, il est effectivement plutôt avéré que l'assassin présumé a bu de l'alcool. C'était a priori pas le cas de l'homme qui l'a ramené chez lui. Peut-être, mais en tout cas, l'auteur. L'auteur. Et donc, ce SDF, ma grand-mère, je ne sais pour quelle raison, lui a probablement ouvert, parce qu'il n'y a pas de trace d'effraction. Et là, effectivement, c'est des actes d'une sauvagerie inouïe, puisque l'appartement entier a été retourné. Mais enfin, quand on dit retourner, il faut imaginer, c'est-à-dire qu'on parle de frigo hors de la cuisine, de meubles complètement retournés, de choses cassées. Alors, je tiens quand même à raconter cette petite anecdote qui est pas du tout rigolote. Mais en fait, si je suis là aussi aujourd'hui ce soir, c'est pour faire vivre la mémoire de ma grand-mère. Parce que sans couverture médiatique, c'est un entrefilet dans un journal local et c'est terminé. Attends, merci Marius d'être là. Alors dites-nous votre anecdote, c'est quoi? Alors écoutez, la juge d'instruction a ordonné le nettoyage de l'appartement de ma grand-mère après 2 ans sous scellé. Et ce nettoyage n'a pas été effectué. Donc en fait, quand il a fallu récupérer les affaires de ma grand-mère, je suis allé avec mon père dans le 13e arrondissement récupérer les affaires qu'on pouvait récupérer et jeter le reste. Et il y avait encore toute la craie noire du relevé d'empreintes sur les murs. Il y avait encore les traces de sang séché de ma grand-mère au sol sur le parquet. Et voilà, je voulais raconter cette anecdote parce que ça dénote quand même d'un dysfonctionnement à plusieurs niveaux. Le juge d'instruction a fait son travail, il a ordonné qu'on fasse le nettoyage et c'est l'entreprise qui fait le nettoyage. Oui, tout à fait. Mais la juge d'instruction était très bien. On a changé de juge d'instruction en cours de route. Hein. C'est comme ça que ça se passe en France. Il y a un roulement. Alors c'est un peu particulier parce qu'on a l'impression de changer de conseiller dans l'agence bancaire. Quoi. Exactement, ou de docteur. C'est un peu bizarre. Ouais, c'est comme si vous changez de docteur. Mais bon, il y a certainement une bonne raison. Enfin, en tout cas, c'est... Ouais, je la vois pas. La bonne raison, c'est qu'on ne peut pas garder un juge au même endroit 150 ans. Parce que c'est sans fin, c'est un roulement. Ils ont en moyenne 170 dossiers. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il a perdu sa grand-mère. Non, bien sûr, mais je lui explique pourquoi il y a le roulement des juges d'instruction. Vous attendez quoi de ce procès? J'en attends pas énormément de choses parce qu'en fait, la justice en France, elle n'est pas réparatrice. Mais c'est quelque chose de presque inévitable dans un état de droit. Enfin, il y a la justice des hommes et il y a la justice de la société qui ne sont pas forcément les mêmes, c'est-à-dire qui ne sont pas du tout les mêmes. Moi, quand je vois l'assassin présumé de ma grand-mère, c'est une envie de meurtre qui m'envahit, c'est la loi du talion, parce que c'est comme ça que je le ressens au plus profond de moi. Mais pour autant, je ne suis pas pour la peine de mort. Et je sais aussi que le verdict final sera forcément décevant. Mais j'aimerais surtout qu'on fasse vivre la mémoire de ma grand-mère. Et c'est pour ça que dans les débats, on essaye au maximum de raconter sa vie. D'ailleurs, si vous voulez bien que je raconte un petit peu la vie de Betty. Très vite, allez-y. Comment ? Allez-y, racontez-nous, oui. Voilà, donc ma grand-mère, elle est née en 1930, en Normandie. Elle a eu une enfance abrégée au début de la guerre, 1945. Elle a vu sa maison détruite. Sa sœur et sa mère se sont retrouvées enrôlée au travail forcé en Allemagne et elle a parcouru les routes avec sa grand-mère. Voilà, elle avait des souvenirs assez vifs de cette époque puisqu'elle me racontait que
que parfois des fermiers leur refusaient du lait. Et sur leur route, en arrivant à Paris, ma grand-mère s'est mise à vendre des frites avec ma grand-mère. Ensuite, elle a travaillé dans un chai. À l'époque, ça se passait à Bercy. C'est là où on stocke le vin et où il y a le processus de vinification. Ça existait à Paris. On oublie, mais ça existait. Elle a travaillé dans les usines Citroën. Elle était comptable. Elle a rencontré mon grand-père. Excusez-moi. Dans un bal, ce qu'on appelait les bals nègres à l'époque. C'était des bals où se réunissait la communauté antillaise. Et il faut réaliser quand même, hein, c'était un couple mixte dans les années 50, ma grand-mère et mon grand-père. C'est pas quelque chose de commun. Et elle a eu ma mère en 57. Elles ont vécu dans des petits appartements avec les toilettes sur le palier, déjà dans le 13e arrondissement. Et elles ont vécu ensemble à deux dans le HLM où ma grand-mère a fini sa vie. Et c'est quelqu'un qui était extrêmement généreux, courageux. C'est quelqu'un qui, une fois à la retraite, faisait 1h30 d'aller et 1h30 de retour pour venir s'occuper de moi. À l'époque où mon père a changé de travail, c'était un acteur, il s'est mis à écrire et les débuts étaient assez difficiles. Il s'appelle Jean-Carole Larrivé. Et c'était vraiment quelqu'un de bien. C'était quelqu'un qui... On parle d'un SDF qui a mis fin à ses jours, mais c'est quelqu'un qui n'avait pas grand-chose. Hein. Elle vivait avec 1 000 € de retraite. Mais elle donnait de l'argent régulièrement au SDF. Elle a recueilli un chien qui appartenait à un SDF, qui était mort dans une voiture dans le quartier. Elle l'a gardé jusqu'à la fin de ses jours. Oui. Je crois avoir vu quelque part qu'elle avait été volée par une de ses employées. Absolument. Et qu'elle refusait de déposer plainte pour ne pas lui causer absolument. de tort. Il a fallu que je la pousse à déposer plainte parce qu'effectivement, elle avait été cambriolée déjà une fois et cette aide ménagère lui volait le peu de choses qu'elle avait. C'était quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Et... Marius, en tout cas, merci d'être venu nous voir ce soir, parce que c'est vrai que le témoignage est extrêmement fort et on est tous atterrés par ce qui s'est passé. On pense très fort, bien entendu, à votre grand-mère et c'est important ce soir de lui rendre hommage, mine de rien, par ce témoignage. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Michel. Merci à vous. Merci.